Alors, on va continuer sur ce qu'on a déjà dit tout à l'heure. Donc, on était sur le réseau de caractéristiques et sur le réseau de caractéristiques, on a, comme vous pouvez voir, on a quatre caractéristiques. Donc, les caractéristiques, ce qu'on appelle les caractéristiques d'entrée, les caractéristiques de sortie, la caractéristique de transfert de courant et la caractéristique de transfert de tension. Donc, il faut bien évidemment les connaître. Ce réseau de caractéristiques, c'est l'identité de transistor, hein. Donc, c'est l'identité de transistor. C'est avec ce réseau de caractéristiques qu'on peut bien évidemment identifier le transistor. Alors, d'après les courbes de caractéristiques, on voit qu'on a des caractéristiques qui sont non linéaires. D'accord? Il y en a qui sont linéaires, d'accord, comme on a vu tout à l'heure. Il y en a qui sont non linéaires, comme la caractéristique d'entrée, par exemple, qui est IB en fonction de VBE, qui est non linéaire. D'accord? Donc, on peut dire que le transistor, c'est un élément actif non linéaire. D'accord? Donc, son fonctionnement nécessite un fonctionnement linéaire. D'accord? Donc, pour profiter de fonctionnement de transistor, on doit linéariser son fonctionnement. D'accord? Donc, il faut linéariser le fonctionnement de transistor et pour pouvoir profiter de maximum des capacités de transistor, surtout au niveau amplification, parce que le transistor, c'est un élément qui permet de fabriquer des amplificateurs, et d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir dans le cours. Et donc, le transistor doit avoir un fonctionnement linéaire, d'accord, pour pouvoir amplifier, d'accord, pour pouvoir donner le maximum de gains. Parce que si on est dans un fonctionnement linéaire, on peut avoir le maximum de gains. Si on est dans un fonctionnement non linéaire, on risque de dégrader le gain. D'accord? Je vais vous expliquer ça par la suite. En tout cas, pour le moment, ce qu'on peut dire on peut dire que le transistor, c'est un élément actif non linéaire. Et son utilisation nécessite un fonctionnement linéaire. D'accord? Pourquoi un fonctionnement linéaire? Surtout si on l'utilise pour l'amplification. Si on l'utilise pour l'amplification, il faut qu'il a un comportement linéaire. Alors, c'est le rôle de la polarisation de transistor. D'accord? Le rôle de la polarisation de transistor, c'est de fixer un point de fonctionnement autour duquel le transistor sera considéré comme un élément actif linéaire. D'accord? Alors, le réseau de caractéristiques que vous voyez là, c'est un réseau qui contient différents points, hein, plusieurs points. Donc, nous, on ne va pas travailler sur tous les points. On va choisir un point donné. D'accord? Donc, on va choisir un point donné. Par exemple, ce point-là. D'accord? Je vais choisir ce point-là. D'accord? Alors, si je fais du choix sur ce point-là, je fais la projection sur l'axe. D'accord? J'ai ici une valeur de IB. D'accord? Que je vais appeler IB0. Et j'ai ici une valeur de VBE. D'accord? Vous arrivez à voir ce que je suis en train d'écrire, oui ou non? Oui, monsieur. Donc là, j'ai deux valeurs IB0 et VBE0. Et à travers, parce que je suis sur un seul point, c'est ce point-là. D'accord? Là, si je continue, je fais la projection comme ça, je vais avoir ici la valeur de IC0. Et ainsi de suite, si je continue le traçage, je vais avoir ici VCE 0. Pardon. Voilà. Je vais avoir, donc, j'ai VBE 0, IB 0, IC 0 et VCE 0. Tout ça, c'est un point de fonctionnement. C'est-à-dire, j'utilise un seul point sur le réseau des caractéristiques. D'accord? Donc, je parle principalement sur les trois qui sont là. Les caractéristiques qui sont là, VBE et VCE, vous avez remarqué que je n'ai pas trop expliqué, ils sont pas très utilisés et donc généralement on l'utilise moins, d'accord, que les autres. Mais il faut les savoir, j'ai les mets dans le réseau de caractéristiques comme ça. Au moins, on sait qu'il y a aussi des caractéristiques de transfert de tension. D'accord? Donc, avec les trois caractéristiques qui sont là, la caractéristique d'entrée, caractéristique de transfert de courant et caractéristique de sortie,
on peut avoir ou déterminer ce qu'on appelle le point de fonctionnement. D'accord? Si je fixe un point ici, je peux avoir les différentes valeurs de VBE0, IB0, IC0 et VCE0. Donc, j'ai deux tensions et deux courants. D'accord? Donc, je dis que je fais fonctionner mon transistor sur ce point de fonctionnement. Maintenant, je peux toujours changer de point de fonctionnement. Je peux choisir un autre point de fonctionnement. D'accord? D'accord? Donc, je peux choisir un autre point de fonctionnement. Ça va être la même chose. D'accord? Donc, par exemple, si je peux choisir ce point-là. D'accord? Et je peux avoir aussi la même chose. Ainsi de suite. D'accord? Donc, il y a plusieurs points de fonctionnement. Alors, pour faire fonctionner le transistor dans un schéma électrique, il faut que le transistor fonctionne sur un point de fonctionnement. D'accord? Donc, on le fixe sur un point de fonctionnement. Comment on va le fixer sur un point de fonctionnement? Eh bien, on le fixe à l'aide de la polarisation. Les générateurs de polarisation qui polarisent les jonctions, c'est eux qui nous permettent de fixer le point de fonctionnement, c'est-à-dire de rester ici, sur ce point-là, et de ne pas bouger là, ni à droite ni à gauche sur le réseau de caractéristiques. Parce que si je bouge, je varie les paramètres. Et on sait très bien, pour bouger, il faut varier les tensions VBB et VCC, et donc varier les générateurs de polarisation. D'accord? Donc, à l'aide des générateurs de polarisation, je peux fixer le point de fonctionnement transistor et fonctionner sur un seul point. D'accord? Donc, cet avantage ou cette technique va me permettre d'avoir un comportement linéaire, parce que si je suis sur un seul point, d'accord, j'ai un comportement linéaire, d'accord? Mais si je suis sur un segment, comme ici, je vais me balader sur ce segment-là, d'accord? C'est-à-dire, je prends, pardon, normalement, je dois le tracer sur la courbe, d'accord? Si je prends ce segment-là et je vais fonctionner mon transistor sur différents points appartenant à ce segment-là, d'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ce qui va se passer, c'est que j'ai des variations, j'ai un comportement non linéaire, c'est-à-dire que je suis sur un segment qui est non linéaire. Maintenant, si je diminue le segment ou l'intervalle, je le mets autour d'un point, de telle façon à rester sur un segment et avoir des variations linéaires, je peux autoriser ou dire que j'ai linéarisé le fonctionnement transistor. D'accord? Donc, linéariser le fonctionnement transistor, c'est de rester sur un point de fonctionnement ou bien autoriser des petites variations autour de points de fonctionnement. D'accord? Et dans ce cas-là, on dit, et ça on va le voir par la suite, on dit qu'on est dans le régime petit signal. D'accord? Régime petit signal parce que si je tolère, si je prends un petit segment, c'est-à-dire la tangente autour de ce point-là, d'accord? Et je vais faire rentrer un signal sinusoïdal, d'accord, ici. Donc, ce signal-là doit être de petite taille, comme vous pouvez voir, d'accord. Je vais reprendre cette explication plus tard dans les séances TD, surtout en présentiel. Ça va vous permettre de bien comprendre les choses. Mais en tous les cas, si je suis en régime petit signal, ça veut dire que j'ai un signal de petite amplitude ou de petite variation d'amplitude, d'accord, qui peut rentrer dans un segment, le segment qui est là. Donc, si je le fais rentrer, je peux dire que je suis toujours linéaire, j'ai un comportement linéaire. Maintenant, si j'augmente l'amplitude ici, je prends un signal sinusoïdal de forte amplitude, qu'est-ce qui se passe? Donc, je vais travailler sur un segment ici de la caractéristique qui est beaucoup plus grand. Et c'est un segment qui est non linéaire, ce n'est pas une droite. D'accord? Ce comportement va me donner à la sortie un signal qui est non linéaire. Donc, je vais me retrouver à la sortie de transistor avec un signal distordu, d'accord, ou écrété, d'accord, au niveau de ses amplitudes. D'accord? Et ça, c'est à cause de la non-linéarité. D'accord? Généralement, ce qui se passe, ou pour comprendre ce problème de la non-linéarité, on trace, d'habitude, on trace la courbe de la puissance de sortie en fonction de la puissance d'entrée.
pour un amplificateur. D'accord? Si je suppose que j'ai un ampli c'est quoi? Ben, un ampli, c'est un circuit qui sert à amplifier. Amplifie, c'est-à-dire je lui rentre une valeur de puissance, il doit me sortir une valeur de puissance élevée. D'accord? Donc, normalement, la courbe que je vais tracer, d'accord, c'est la courbe suivante. C'est une droite. Pardon. La courbe que je vais tracer, ça doit être une droite. D'accord? C'est-à-dire, autant que je introduis de la puissance à l'entrée, autant que l'amplificateur va m'amplifier cette tension, cette puissance-là. Si par exemple, je rentre 2 watts, j'obtiens 4 watts. D'accord? Ainsi de suite. Si je rentre 4 watts, je vais avoir combien? Je vais avoir 8 watts. Ainsi de suite. Alors la question qui se pose, jusqu'à quand? Jusqu'à quand que j'augmente la valeur jusqu'à quand je vais augmenter la valeur de la puissance d'entrée et je vais avoir une puissance augmentée. D'accord? Normalement, ça ne doit pas être jusqu'à l'infini. Ça ne doit pas être une droite comme vous pouvez voir ici. D'accord? C'est-à-dire, si on a ça, on aurait dû résoudre tous les problèmes qu'on a de l'électronique actuelle et on aurait dû avoir des amplis qui amplifient jusqu'à l'infini. D'accord? C'est-à-dire autant qu'on met de la puissance à l'entrée, qu'autant que la puissance à l'entrée augmente, autant que la puissance sortie augmente. Malheureusement, cela ne se fait pas. On dit que cette courbe-là, c'est une courbe idéale. Et ce qui va se passer après, normalement, on a la saturation. On a la courbe que je viens de tracer tout à l'heure, c'est qu'on a la saturation. C'est-à-dire, à un moment donné, même qu'on va rentrer de la puissance au niveau de l'entrée, la puissance sortie va rester la même. D'accord? Même que je vais rentrer de la puissance, d'accord? Même que je vais rentrer des valeurs de puissance, vous voyez que là, j'ai toujours la même valeur. D'accord? J'ai toujours la même valeur. Et donc, c'est-à-dire, je dis que je rentre dans le régime non linéaire. Donc, pour moi, il y a le régime linéaire et le régime non linéaire. Donc, le régime linéaire, c'est ça. C'est un régime idéal, d'accord? Et le régime non linéaire, c'est lorsque j'arrive à la saturation. J'arrive à la saturation, d'accord? Et donc, je suis dans le régime non linéaire. Et donc, normalement, euh, je ne peux pas, l'ampli ne répond pas. D'accord? C'est-à-dire que l'ampli donne toujours la même valeur à sa sortie, quelle que soit la puissance d'entrée. C'est-à-dire même que j'augmente la puissance à l'entrée, la puissance à la sortie reste la même. Et dans ce cas-là, on dit que l'ampli, il est non linéaire maintenant. Il a dépassé sa zone de linéarité. Donc la zone qui est là, avant que ce phénomène commence, ça s'appelle la zone linéaire de fonctionnement. Cette zone-là, c'est la zone non linéaire. C'est-à-dire que si je travaille ou je fonctionne dans la zone linéaire, d'accord, dans la zone linéaire, c'est-à-dire je suppose que je suis là, d'accord, dans ce cas-là, si je fais rentrer un signal sinusoïdal comme ça, à la sortie de mon ampli, je vais avoir un signal amplifié, sinusoïdal. D'accord? Alors, si maintenant je vais faire rentrer un signal sinusoïdal, si maintenant je me retrouve ici, d'accord? C'est-à-dire dans la zone non linéaire qui commence à ce niveau-là, je suis dans la zone non linéaire. Si je suis dans la zone non linéaire, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, si je suis dans la zone non linéaire, dans ce cas-là, si je fais rentrer un signal sinusoïdal, ce signal-là, il sera écrité comme celui-là. D'accord? D'accord? Il sera écrasé. D'accord? Il sera saturé. D'accord? Il sera saturé. Il ne va pas dépasser une certaine limite. Et donc, on perd la nature de signal. On n'est plus sur le phénomène d'amplification parce qu'on va voir par la suite l'amplificateur. Et
qui est le cœur du transistor, parce que l'amplificateur, il amplifie grâce au transistor, parce que le transistor, c'est le cœur de l'amplificateur. Donc, le signal, il est écrêté ou distordu ici, à ce niveau-là, d'accord? Et on perd la forme de signal, et dans ce cas-là, on n'est plus sur la question d'amplification, parce que quel que soit le signal d'entrée, on sort avec ce signal ou un signal de ce type-là. D'accord? Donc, voilà le comportement linéaire et le comportement non linéaire. Alors, si on est dans cette zone-là, la zone de linéarité, cette zone-là, on a un comportement linéaire. Au-delà de cette zone-là, d'accord, on a un comportement qui est non linéaire, malheureusement. Le comportement idéal, il est là, mais ça n'existe pas en réalité. D'accord? En réalité, ça n'existe pas. D'accord? C'est-à-dire, on ne peut pas rajouter de la puissance en entrée et avoir toujours une puissance élevée en sortie. Normalement, ça se sature. Et c'est ce qu'on trouve ici au niveau de caractéristiques. D'accord? Donc, si je me mets sur un segment qui est plus grand, je vais me retrouver avec des phénomènes de non-linéarité. Donc, si je rentre un signal sinusoïdal, ce signal sera non linéaire, le comportement transistor sera non linéaire et va me donner ce phénomène-là que je vois ici. D'accord? Un signal qui est écrêté, comme vous pouvez voir ici. Par contre, si je linéarise le comportement de transistor de telle façon à travailler sur un point de fonctionnement ou rester limité aux petites variations autour de ce point de fonctionnement, de telle façon à rester sur un segment droit ici, d'accord? Donc, dans ce cas-là, je suis obligé de rester dans le régime petit signal, c'est-à-dire d'avoir des signaux de petite amplitude ou de faible amplitude. Dans ce cas-là, je peux dire que je peux linéariser le comportement de mon transistor et je peux profiter de l'amplification apportée par le transistor. D'accord? Donc, on reviendra sur ces phénomènes-là parce que c'est très important de les comprendre et de les expliquer plus tard. D'accord? Ce qu'on peut remarquer aussi sur le réseau de caractéristiques, c'est une sorte de puissance maximale. Vous voyez ici les pointillés, d'accord? Pourquoi il y a les pointillés? Parce que cette zone-là, il ne faut pas qu'on rentre dans cette zone-là, d'accord? Parce que on ne doit pas dépasser la courbe de la puissance Pmax de transistor. Si on dépasse ça, donc le transistor va chauffer et donc il va se détériorer rapidement. Donc on va griller le transistor. D'accord? C'est-à-dire il y a une limite de fonctionnement. On ne peut pas ici, dans le fonctionnement de transistor, augmenter la valeur de VCE comme on veut. Et donc on a des niveaux de puissance maximales qui peuvent être fournis par le transistor. Si on dépasse ces limites-là, eh ben, le transistor va être détérioré et donc il va être grillé, il va s'échauffer de telle façon qu'il va être cramé en fait. D'accord? C'est des choses qu'on peut voir dans le TP, peut-être, je ne sais pas si vous avez fait des TP, en classe prépa. Normalement, si vous avez fait des TP, donc, certainement vous avez vu, constater qu'il y a certains transistors qui se crament et parce qu'on dépasse les limites de fonctionnement qui sont là. C'est-à-dire que c'est des courants et des tensions qui ne sont pas supportés par le transistor. Donc, il chauffe rapidement et donc, ce qui fait qu'à un moment donné, il va être cramé. Alors, le transistor, c'est un élément actif non linéaire. Pour fonctionner en élément linéaire, il est nécessaire de définir, réaliser un point de fonctionnement. C'est ce qu'on vient de dire, donc qui est défini par des grandeurs continues en statique. Les grandeurs continues statiques, c'est IC0, VCE0, IB0 et VBE0. C'est ce que je viens d'expliquer tout à l'heure sur le réseau de caractéristiques. VBE0, IB0, IC0, VCE0. Alors, autour duquel, c'est-à-dire autour de ce point de fonctionnement, le transistor peut évoluer dynamiquement, c'est-à-dire suivant des petites variations des grandeurs tension courant qui le caractérisent. C'est-à-dire qu'on a une variation
dynamique, on peut autoriser une variation dynamique. D'accord? Une variation dynamique, c'est ce que j'ai dessiné ici par un signal sinusoïdal. D'accord? La variation dynamique, c'est la variation variable qui varie. C'est une variation dynamique. Et donc, on a un signal dynamique, donc un signal variable qui varie en fonction de temps. Parce que tout à l'heure, on travaillait avec des tensions contenues. D'accord? C'est des tensions contenues, c'est-à-dire des tensions qui gardent la même valeur en fonction de temps. D'accord? Donc, si on est dans le régime continu ou ce qu'on appelle régime statique aussi, donc on peut travailler dans ce régime-là. Maintenant, si on veut passer en régime en amplification, si on veut utiliser transistor en amplification, on est obligé de fixer le point de fonctionnement au début. Comment fixer le point de fonctionnement? Le fixer par les générateurs de polarisation, d'accord? Les générateurs VBB, VCC, qui fixent la polarisation de transistor. Donc, on doit fixer une polarisation ici, c'est-à-dire le point ici, et autoriser des petites variations, faire rentrer un signal sinusoïdal de faible amplitude ou qui, donc des faibles variations. On dit qu'on est dans le régime petit signal, d'accord, de telle façon à avoir un comportement linéaire de transistor. C'est-à-dire, si on est dans ces conditions-là, le transistor va fonctionner dans son régime linéaire et donc il va nous amplifier ce signal-là. Il va amplifier ce signal-là. Par contre, si on dépasse la zone linéaire, donc on sort avec un signal qui n'est pas amplifié. C'est un signal, comme on vient de voir tout à l'heure, c'est un signal qui est écrété au niveau de son amplitude. D'accord? Et donc, on arrive au bout de l'amplification, c'est-à-dire on n'est plus là dans cette zone linéaire, on est dans la zone non linéaire. Alors, le point de fonctionnement, il est fixé par une ou plusieurs sources de tension continue et des résistances. D'accord? Qui fixe le point de fonctionnement? Comment peut-on fixer le point de fonctionnement? Eh bien, on les fixe avec des tensions, des sources, des signaux continus. D'accord? Lorsqu'on parle de polarisation, on parle d'un signal continu. D'accord? La polarisation, on le fait avec un signal continu. Ce n'est pas un signal variable. D'accord? C'est très important ce que je suis en train de dire. La polarisation se fait avec un signal continu, pas avec un signal variable. Donc, lorsque je dis on a polarisé le transistor, ça veut dire on a polarisé les jonctions de ce transistor avec des générateurs continus, ayant une valeur constante en fonction de temps. Ce n'est pas des générateurs de forme sinusoïdale ou bien variable ou dynamique. D'accord? C'est des générateurs continus ou bien statiques. Statique, c'est comme continu, c'est la même chose. Alors, fixer le point de polarisation, c'est utiliser des générateurs, mais pas seulement des générateurs, aussi des résistances. Comme vous pouvez voir ici, on a mis une résistance RB. D'accord? On a mis une résistance RB parce qu'on a un courant IB qui est faible ici. Hein, d'accord? Donc, pour protéger, en fait, il protège la base de transistor comme la résistance RC qui protège aussi le collecteur. D'accord? Donc, ces résistances-là, ils participent aussi à fixer le point de fonctionnement. Il n'y a pas seulement que les deux générateurs VBB et VCC. D'accord? Donc, tout ça, on va le voir par la suite. Donc, le point de fonctionnement, il est fixé par une ou plusieurs sources. Comme on a vu, on a utilisé deux sources, mais il y a des techniques qu'on peut utiliser une seule source. On verra par la suite. Il y a des schémas de polarisation automatique, on va les voir tout à l'heure, ou bien des résistances permettant de donner à VCE, IC, IB et VBE des valeurs constantes et fixes, soit IC0, VCE0, IB0 et VBE0. Donc le 0, pourquoi on rajoute le 0? Pour montrer qu'on a un point de fonctionnement. C'est-à-dire, ces trois valeurs ou ces trois grandeurs, IC0, IB0, VCE0, VBE0, ne permettent de définir un point de fonctionnement. D'accord? Alors, la question déterminer le point de fonctionnement revient à déterminer les quatre valeurs
ou calculer les 4 grandeurs, 2 courants et 2 tensions. D'accord? Lorsque dans un exercice, on demande de calculer le point de fonctionnement ou bien de déterminer le point de fonctionnement, c'est comme on a dit, calculer IC0, calculer VCE0, calculer IB0, calculer VBE0. D'accord? Le point de fonctionnement, il est connu par les 4 grandeurs qui sont là. Et donc, pour déterminer le point de fonctionnement, il faut faire le calcul de ces 4 grandeurs en même temps. D'accord? Donc, on calcule le point de fonctionnement si on connaît bien évidemment les résistances de montage et les valeurs des sources des signaux continus utilisés pour la polarisation. D'accord? Si on connaît les valeurs des résistances de montage et les valeurs des sources des signaux continus utilisés pour la polarisation, on peut calculer en fait le point de fonctionnement à travers le calcul de ces 4 grandeurs-là, à savoir IC0, VCE0, IB0, VBE0. On peut faire l'inverse aussi. On peut vous donner, par exemple, le point de fonctionnement, c'est-à-dire les 4 grandeurs qui sont là, et on vous demande de nous donner, par exemple, les résistances permettant de fixer ce point de fonctionnement qu'on vous a donné. D'accord? On vous donne un point de fonctionnement. Et ça, c'est ce qu'on va faire dans les exercices, dans la série 2, que vous l'aurez bientôt aussi, que je vais l'activer sur Model. Vous allez voir que on va faire 2 exercices différents, deux différents exercices. D'accord? Donc, le premier exercice, on va vous donner les tensions de polarisation et les résistances et on va vous demander de déterminer le point de fonctionnement. Et le deuxième exercice, on va faire l'inverse, c'est-à-dire on va vous donner le point de fonctionnement et vous demander les valeurs de résistance, sachant bien qu'on va vous donner les tensions de polarisation pour vous aider à, bien évidemment, retrouver les valeurs des résistances. Donc, on revient sur notre montage de base qu'on a vu tout à l'heure, le montage permettant de tracer les réseaux de caractéristiques. Donc, sur ce montage, on a une polarisation avec 2 sources. Hein. Vous voyez les 2 sources qui sont là, la source VBB et la source VCC. D'accord? Donc, polarisation, on dit c'est un montage à polarisation avec 2 sources continue. Donc, la source continue VCC polarise la sortie de transistor. La résistance RC fixe et limite le courant IC de sortie de transistor. C'est ce que je viens de dire. On a 2 mailles, comme vous pouvez voir. On a la maille de sortie de transistor et on a la maille d'entrée. Donc, on a 2 mailles, puisqu'on a deux sources on a 2 mailles, 2 sources de tension continue. D'accord? Donc, la maille de sortie de transistor, c'est-à-dire la maille qui est là, est constituée de transistors de la source de courant, de la source VCC, d'accord, de VCC, et de la résistance RC. D'accord, on a le transistor, la résistance RC et VCC. D'accord. Donc, de cette maille-là, une fois on fait l'équation de la maille, que vous savez très bien, je pense que vous avez travaillé sur ça dans les classes prépa, donc vous allez faire l'équation de la maille, vous allez pouvoir écrire IC en fonction de VCE et RC et VCC. D'accord? C'est très simple. On peut écrire l'équation de la maille et l'écrire sous la forme suivante, c'est-à-dire écrire IC en fonction de VCE, RC et VCC. Cette équation de maille, il est appelé droite de charge statique de transistor. Donc, ce n'est pas n'importe quelle équation, c'est une équation très connue ou c'est ce qu'on appelle droite de charge statique de transistor. Il faut la connaître. D'accord? Donc, pour déterminer la droite de charge statique de transistor, on a besoin de la maille de sortie. C'est sur la maille de sortie qu'on la détermine. Alors, à l'entrée, on a VBB qui polarise l'entrée de transistor. On a la résistance RB qui fixe, qui limite le courant IB de transistor à l'entrée de transistor. Et on a la maille d'entrée. Alors, la maille d'entrée, elle est constituée de transistors, de la résistance RB et de la tension VBB. D'accord? Et en écrivant l'équation de la maille d'entrée, on obtient ce qu'on appelle la droite d'attaque statique de transistor.
d'accord, la droite d'attaque statique de transistor, d'accord, qui s'écrit comme VBB, d'accord, qui s'écrit sous forme de VBB qui est égal à IB en fonction de RB et VBB, d'accord. Donc VBE en fonction de IB, RB et VBB, d'accord. Donc voilà les deux équations issues de la maille d'entrée et de la maille de sortie. La maille de sortie nous donne la droite de charge statique de transistor. La maille d'entrée nous donne la droite d'attaque statique de transistor. Alors, pour les déterminer, c'est très facile. Je vous invite à les faire chez vous. Donc, on obtient à partir de l'équation, des deux équations de la maille d'entrée et de la sortie, donc les deux droites, la droite de charge qui s'écrit sous la forme suivante, IC qui est égal à VCC moins VCE sur RC, et la droite d'attaque, c'est VBE égale à VBB moins RB IB. D'accord? Donc, vous pouvez la démontrer si jamais vous trouvez des difficultés, on verra ça plus tard. D'accord. Donc, détermination de point de fonctionnement. Alors, pour déterminer le point de fonctionnement, comme j'ai expliqué tout à l'heure, on peut le déterminer à travers la connaissance des valeurs des tensions de polarisation et des résistances de montage. D'accord? Si on connaît les tensions de polarisation et les résistances de montage, on peut déterminer les différentes grandeurs qui déterminent le point de fonctionnement, à savoir IC0, IB0, VBE0, VCE0, qu'il faut les connaître bien évidemment par cœur. Il y a une autre méthode pour déterminer le point de fonctionnement, c'est la méthode graphique. D'accord? La méthode que je viens d'expliquer tout à l'heure, c'est la méthode algébrique. Il y a une autre méthode, c'est la méthode qu'on va voir plus tôt dans l'étude, mais il y a une autre méthode, c'est la méthode algébrique, graphique, c'est la méthode que vous voyez là, devant vous. D'accord? C'est sur le réseau de caractéristiques, on peut déterminer le point de fonctionnement. D'accord? On peut déterminer le point de fonctionnement de notre transistor. D'accord? Mais pour avoir ou pour faire cette méthode graphique, il faut qu'on ait le réseau de caractéristiques. D'accord? Il faut qu'on dispose de réseau de caractéristiques et tracer les droites. D'accord? Les droites que vous voyez là. La droite d'attaque et la droite de charge. D'accord? Tracer la droite d'attaque et la droite de charge. Donc, les deux droites qu'on vient de déterminer là, donc on les trace ici. D'accord? On les trace. Et l'intersection de la droite d'attaque avec le réseau de caractéristiques d'entrée, ça nous donne ce point-là. À travers ce point-là, je peux déterminer IB0 et VBE0. L'intersection de la droite de charge avec le réseau de caractéristiques de sortie, bien évidemment avec IB0 constante, parce que je connais maintenant IB0, donc je vois l'intersection avec la caractéristique ayant la valeur de IB0 que j'ai trouvé au départ, donc on obtient IC0 et VCE0. Donc voilà comment déterminer graphiquement le point de fonctionnement à travers le réseau de caractéristiques et à travers la droite d'attaque et la droite de charge qu'on peut tracer sur le réseau de caractéristiques. Si on a bien évidemment déjà à notre disposition le réseau de caractéristiques pour retrouver VCE0, IC0, IB0, VBE0 et donc le point de fonctionnement. D'accord? Alors, si on dispose d'un réseau de caractéristiques, donc on peut généralement fixer deux paramètres VCE0 et VBE0 et on peut calculer IC0 et IB0 en utilisant la droite de charge et la droite d'attaque. C'est la méthode, bien évidemment, la méthode de calcul, c'est la méthode algébrique. Alors maintenant, on va s'intéresser à la polarisation des circuits à base de transistors. Et on va essayer de voir la polarisation automatique avec une seule source. Parce que parfois, dans le laboratoire, on ne dispose pas de deux sources ou de deux générateurs. D'accord? Et donc, on n'a qu'un seul générateur. Et donc, il y a des circuits qui permettent donc, avec un seul générateur, on peut polariser notre transistor et on peut polariser en même temps les deux jonctions de transistors. Donc, il y a des circuits ou des montages
de polarisation automatique qui existent et qui sont étudiés, d'accord? Donc, nous, on ne va pas étudier tous les montages. Vous savez, dans l'électronique, il y a des multitudes de montages électriques et électroniques. Et nous, dans le cours, on essaye de focaliser notre étude sur les montages de base et les montages les plus importants. Les plus importants. Bien évidemment, ce qui nous intéresse, c'est les méthodes de travail, c'est les méthodes de calcul, c'est la compréhension de calcul et de la compréhension de schéma ou de ce montage-là. Après, si on arrive à maîtriser la méthode, avec les mêmes principes et les mêmes techniques, on peut travailler sur un autre schéma ou un autre montage qui est plus ou moins complexe et avoir les résultats et ou bien répondre aux questions demandées. Alors, pour les schémas à base de polarisation automatique à une source, on va voir trois schémas. Polarisation automatique avec résistance à la base, polarisation automatique avec un pont de résistance et polarisation automatique avec résistance au collecteur. D'accord? Donc, ce sont des schémas qui sont connus. C'est des schémas qui sont connus partout. Donc, il existe partout. D'accord? Donc, quel que soit le schéma de polarisation automatique, on peut toujours retrouver le schéma de polarisation à deux sources par application du théorème de Thevenin. D'accord? Vous savez, le théorème de Thevenin, ça nous permet de revenir sur le schéma à base de deux sources. D'accord? Alors, on commence par le premier montage, le montage de polarisation automatique avec résistance à la base. D'accord? Donc, c'est le montage que vous voyez là. D'accord? Donc, le transistor, il est là. Et on a les résistances RB et RC. Et on n'a qu'une seule tension de polarisation VCC qui va polariser à la fois la maille d'entrée et la maille de sortie, qui va polariser l'entrée et la sortie, et donc les deux jonctions. D'accord? Alors, puisqu'on est en statique, c'est-à-dire là, on n'a pas de dynamique, on n'a pas des signaux variables, on n'a que des signaux continus. D'accord? C'est les tensions qui sont majuscules. Après, on va adopter une écriture ou bien une nomenclature spécifique pour varier, pour différencier entre tout ce qui est dynamique et tout ce qui est continu ou statique. Mais pour le moment, on est dans le régime statique, d'accord? Puisqu'on est dans le régime statique, donc il n'y a que des signaux et des courants qui sont continus, d'accord? Qui ne varient pas en fonction du temps. Alors, on a la maille d'entrée et on a les deux mailles, la maille de sortie et la maille d'entrée. Et comme on vient de voir, on peut déterminer ce qu'on appelle le réseau, la droite de charge pour la maille de sortie et la droite d'attaque pour la maille d'entrée. D'accord? C'est très facile, je ne vais pas entrer dans les démonstrations, vous pouvez s'entraîner sur ça. Donc, pour la maille de sortie, on a VCC qui est égal à VCE plus RC fois IC. En appliquant la maille de sortie, on obtient ça. On peut l'écrire sous la forme suivante, c'est-à-dire IC qui est égal à VCC moins VCE divisé sur RC. Pour la maille d'entrée, donc on a VBE qui est là, d'accord, égal à RBIB VCC. VCC, c'est entre ce point-là et ce point-là. C'est la tension qui est là. On voit qu'il est entre ce point-là et ce point-là. Donc, c'est la même chose. Il est entre ce point-là et ce point-là. Donc, VCC égale à VBE, cette tension-là, plus la tension qui est là. La tension qui est là, c'est moins RBIB. Pourquoi moins? Parce que IB est là, d'accord? IB, il est c'est RB plus, c'est plus RB fois IB, d'accord? C'est lorsqu'on va mettre VBE qui est égal à VCC moins RBIB, parce qu'il y a le signe moins. Mais lorsqu'on va faire VCC, donc si on prend VCC de là à là, ça c'est la tension VCC, ça va être VBE plus la tension qui est là. La tension qui est là, c'est RBIB, d'accord? Je vais le mettre comme ça. Donc cette tension-là, c'est RB fois IB. D'accord? Donc, cette tension-là, plus la tension VBE, ça va donner la tension globale qui est là, c'est VCC. Donc, ça, c'est la maille d'entrée.
pardon, la maille d'entrée. Et donc, voilà, à base de la maille d'entrée, je peux avoir la droite d'attaque, hein, comme vous pouvez voir, parce que la droite d'attaque, c'est toujours VBE en fonction de VCC et RB. D'accord. Donc, voilà la droite d'attaque et la droite de charge. C'est ce qu'on peut faire dans le régime statique. C'est ce qu'on peut déterminer dans le régime statique. C'est à base de droite de charge et droite d'attaque que je peux déterminer le point de fonctionnement. Alors, le deuxième montage, le montage de polarisation automatique avec pont de résistance, c'est exactement le même montage, sauf qu'on a mis une résistance entre la base et la masse. D'accord. Une résistance ici, dans cette partie-là. C'est ce que vous voyez ici. D'accord. On a RB1 et RB2. Alors, on a la maille d'entrée, la maille de sortie. Donc, sur la maille de sortie qui est là, qui est bien claire, on a VCC qui égale à VCE plus RCIC. Donc, c'est presque la même chose que tout à l'heure. Ça veut dire que la droite charge, c'est IC qui égale à VCC moins VCE sur RC. Et sur la maille d'entrée, on a VBE qui égale à VRB2. D'accord. VRB2, c'est la tension aux bornes de RB2. C'est la tension qui est là, aux bornes de RB2. D'accord, qui égale à RB2 fois I2, fois la tension I2. D'accord. Donc, on a tant d'expressions ici. On a VRB1, la tension qui est là, c'est VRB1, la tension entre ce point-là et ce point-là, c'est la tension VRB1, d'accord, égale à VCC. VCC, c'est la tension, c'est de là jusqu'en bas, hein, donc c'est la tension de là. Donc, ça, c'est VCC, d'accord. Donc, la tension VCC égale à moins cette tension-là, VRB2, qui est RB2 moins I2, qui égale à RB1, I1. Avec I1 égale à I2 plus IB, c'est la loi des nœuds ici. La loi des nœuds. Ça, c'est les propriétés de transistor. Hein. Donc, ça, on connaît, ça vient avec le transistor. Ici égale à bêta IB et égale à alpha IE. Et IE égale à IC plus IB. Une fois qu'on a le transistor et on est dans le régime statique, on peut utiliser ces relations-là. Donc, la droite d'attaque, donc voilà, la droite d'attaque, on peut une fois qu'on fait la démonstration, on peut la trouver. On trouve que VBE égale à K, VCC moins RB fois IB. Avec K, il est défini ici, d'accord? K, c'est RB2 divisé sur RB2 plus RB1, de telle façon que RB égale à K fois RB1, d'accord? Donc, ça nécessite un peu de démonstration et je vous invite à la faire. Si jamais vous trouvez des difficultés, on peut la revoir dans les séances TED. Le troisième montage, c'est le montage à base de polarisation automatique avec résistance au collecteur. Donc, c'est un peu une variante des montages de tout à l'heure, sauf que la résistance RC, on l'a sortie de collecteur. D'accord. Le courant qui circule maintenant dans RC, ce n'est pas le courant IC, c'est le courant I. Le courant IC, il est au niveau du collecteur. C'est celui qui rentre au niveau du collecteur. Tout à l'heure, le courant qui passe dans RC, c'est le même que le courant du collecteur. D'accord. Mais pour ce montage-là, il faut faire attention. Donc, le courant qui est là, I, n'est pas le courant IC. On doit, pour calculer I, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire la loi des nœuds ici. D'accord? On va faire la loi des nœuds ici. Et donc, I égale à IB plus IC. D'accord? I égale à IB plus IC. Et puisque IB plus IC égale à IE, donc égale à IE. D'accord. Donc, la maille de sortie, qu'est-ce qui nous donne la maille de sortie? La maille de sortie nous donne VCC qui égale à VCE plus RC fois I. Et VCE égale à VCC. Dans ce cas-là, VCE égale à VCC moins RC fois I. Et donc, c'est VCC moins bêta plus 1 RC fois I. Donc, on a remplacé I par IB. D'accord? À travers cette relation. On a utilisé cette relation ici. D'accord? Et donc, la droite de charge, c'est toujours IC en fonction de VCC et RC. Donc, IC, on trouve IC égale à alpha. Donc, on a utilisé la relation que IE égale à alpha IC. D'accord? Pour avoir IC égale à alpha VCC moins VCE
divisé sur RC. D'accord? Pour la maille d'entrée qui se trouve ici, donc on a VRB. VRB, c'est la résistance au banc de RB. D'accord? C'est la résistance qui est là. D'accord? Ça, c'est VRB. C'est cette résistance-là, égale à VCE moins VBE, d'accord? Égale à RB IB. D'accord? Donc, ce qui nous donne la droite d'attaque qui s'écrit sous la forme suivante. VBE égale à VCC moins bêta plus 1 RC plus RB fois IB. D'accord? Donc, ce sont des schémas très simples hein, de l'électronique de base, voilà, à base d'un transistor et de résistance. Je vous invite à refaire ces calculs, à s'entraîner sur ces calculs et essayer de vérifier ces calculs. C'est très simple en utilisant la loi de Maille et la loi des nœuds que vous connaissez et essayer de retrouver la droite de charge et la droite d'attaque pour chaque montage. D'accord? Donc, si jamais il y a des difficultés, on essaiera de revoir ça ensemble. Donc, voilà. Donc, ça, ce qu'on vient de voir jusque-là, c'est ce qu'on appelle l'étude statique de transistor. D'accord? Tout ça, c'est l'étude statique, c'est-à-dire qu'on est avec des courants et des tensions qui ne varient pas. D'accord? On n'est pas encore dans le régime petit signal. Tout à l'heure, on a expliqué le régime petit signal, c'est-à-dire des petites variations autour de points de fonctionnement, mais on n'est pas encore là. D'accord? Là, ce qu'on vient de voir jusqu'à maintenant, pardon, c'est que la variation, c'est que plutôt l'étude statique de transistors dans le régime continu, c'est-à-dire on a des tensions continues et des courants continus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne varient pas en fonction de temps, qu'ils restent constants en fonction de temps. Alors, l'étude de transistors et surtout l'application de transistors dans les circuits d'amplification nécessite l'étude dynamique de transistors, c'est-à-dire l'étude de transistors dans un régime variable. D'accord? Donc, on est plus dans le régime statique, mais maintenant, on va commencer le régime variable. Le régime variable, le régime dynamique. C'est quoi le régime variable, le régime dynamique? Eh bien, c'est tout simplement, on l'obtient lorsqu'on va mettre un générateur dynamique ici. D'accord? Ce schéma-là, vous le connaissez maintenant. C'est le schéma qui nous permet d'avoir les caractéristiques de transistors. D'accord? Donc, avec VBB et VCC qui sont des générateurs statiques au continu, on rajoute un générateur dynamique. C'est ce générateur-là qui varie en fonction de temps. D'accord? Le signal fourni par ce générateur-là varie en fonction de temps. Donc, puisque il varie en fonction de temps, donc on dit qu'on est dans le régime variable ou le régime dynamique. Donc, comme vous pouvez voir, on a toujours les générateurs de polarisation VBB et VCC et les deux résistances RB et RC, mais on a rajouté un générateur dynamique. Donc, pourquoi on a gardé VBB, VCC et les résistances RC et RB? C'est pour garder le point de fonctionnement. D'accord? Pour garder, parce que c'est eux qui vont fixer le point de fonctionnement. Une fois la valeur de générateur VBB et VCC est fixe, et les résistances RC et RB sont fixes, le point de fonctionnement transistor, il est fixe. Donc, le transistor fonctionne sur un point de fonctionnement sur le réseau de caractéristiques. D'accord? Si on revient sur le réseau de caractéristiques, on a des points de fonctionnement. Donc, si VBB, VCC, RC et RB sont constants, donc, on est sur un seul point parmi les points existants sur le réseau de caractéristiques. D'accord? Avec ce générateur-là, le générateur dynamique qu'on a rajouté pour être dans le régime dynamique, on vient pour faire des petites variations autour de ce point de fonctionnement, tout en restant dans un régime petit signal. D'accord? Donc, VBB, VCC, RB, RC ne fixent le point de fonctionnement. D'accord? Le point de fonctionnement, il est fixé généralement par les tensions de polarisation
ou les tensions contenues ou bien les tensions statiques. La variation autour de ce point de fonctionnement sur un petit segment droit, de telle façon à rester dans le régime linéaire, se fait par le générateur dynamique. D'accord? Le générateur dynamique qu'on a rajouté ici, c'est lui qui va nous faire des petites variations dans le régime dynamique. Alors, on dit qu'on a superposé le régime dynamique au régime statique. Et on a appliqué au montage un générateur de signaux variables. Alors, si on est dans ce régime variable dynamique, on a différentes grandeurs. Donc, les grandeurs ou les courants ne sont plus statiques. On a des courants statiques, on a des courants dynamiques et on a des courants instantanés. Alors, sur cette diapo, nous avons fixé la nomenclature, d'accord, ou la notation des différentes grandeurs. Et comme ça, on va travailler avec ça dans la suite, soit la suite de cours ou la suite de TD. Comme ça, on doit être sur la même longueur, longueur d'onde. D'accord? Donc, on a des valeurs instantanées. D'accord? Donc, on a des valeurs instantanées, on a des valeurs continues et on a des valeurs statiques. Donc, on a des grandeurs qui sont instantanées, on a des grandeurs continues de polarisation et on a des grandeurs dynamiques. C'est quoi les grandeurs dynamiques? Eh bien, ce sont les grandeurs qui varient autour des grandeurs continues ou bien statiques. D'accord? Et les grandeurs instantanées, c'est quoi? Ce sont la somme, les grandeurs instantanées, c'est la somme des grandeurs continues et les grandeurs variables. D'accord? Donc, au niveau de la notation, je commence tout d'abord par ce qu'on connaît déjà, c'est les grandeurs continues ou bien statiques qui sont là. D'accord? Donc, on les nomme IC0, VCE0, IB0 et VBE0. Majuscule, majuscule. Majuscule, la grandeur, il est majuscule. Et l'indice, il est majuscule aussi. Donc, lorsque vous voyez majuscule avec majuscule, il faut savoir qu'il s'agit des grandeurs continues de polarisation ou bien des valeurs statiques qui ne varient pas avec le temps. D'accord? Lorsque je note les grandeurs minuscules et les indices minuscules, I et B, IB de T, VBE de T, VCE de T, IC de T, on est en train de parler sur des grandeurs dynamiques, c'est-à-dire des grandeurs qui varient autour des grandeurs continues. D'accord? C'est-à-dire, c'est des grandeurs qui varient autour des grandeurs continues. C'est-à-dire, je prends deux grandeurs continues différentes. Par exemple, si je suis sur un segment, j'ai deux extrémités de segment. Donc, sur une extrémité, j'ai une valeur de IC0 continue, et sur l'autre, IC01, et j'ai IC02 sur l'autre extrémité. Alors, la différence entre IC01 et IC02, ça me donne IC de T. D'accord? Ça me donne IC de T. Donc, c'est la variation des grandeurs continues. Les grandeurs dynamiques, c'est la variation de grandeur continue. Alors, les autres grandeurs ou les grandeurs qui restent, c'est les grandeurs instantanées, la somme des grandeurs continues et grandeurs variables. On les nomme par grandeur minuscule, indice majuscule. IB de T, VBE de T, VCE de T, IC de T. Donc, c'est la notation qu'on va adopter dans la suite pour faire varier ou pour faire la différence plutôt entre les différentes grandeurs, à savoir les grandeurs continues, les grandeurs dynamiques et les grandeurs instantanées. Donc, bien évidemment, les grandeurs dynamiques que vous voyez là, et on les obtient par une variation de delta IB de T, des variations des grandeurs instantanées en fonction de temps. Donc, on obtient ça lorsque, bien évidemment, la grandeur pour IB de T, on l'obtient lorsque IB 0, il est constant, c'est-à-dire on est sur une valeur statique qui est constante. La même chose ici pour les IC de T, qui égale à delta IC de T sur TT, lorsque IC égale à constante, et constante plutôt,
VBE de t égale à delta VBE de t sur dt lorsque VBE 0 égale à constante et VCE de t égale à delta VCE de t sur delta de t lorsque VCE est 0 et constant. D'accord? Ici, on voit la somme, comme on vient de dire, que les grandeurs instantanées sont la somme des grandeurs continues plus les grandeurs variables. D'accord? Donc, il faut connaître par cœur cette notation pour ne pas mélanger entre les grandeurs continues, les grandeurs dynamiques aux variables et les grandeurs instantanées. Alors, dans le régime dynamique que vous voyez là, on peut déterminer aussi la droite d'attaque dynamique, comme vous pouvez voir ici, d'accord? Donc, facilement sur le réseau de caractéristiques d'entrée. Et on peut aussi déterminer la droite de charge dynamique. D'accord? On peut le déterminer, mais dans ce cas-là, il faut qu'on fait l'étude des schémas en régime dynamique. Donc, à base de l'étude des schémas en régime dynamique, on peut déterminer la droite de charge dynamique. Donc, généralement, la droite d'attaque dynamique et la droite de charge dynamique, on ne va pas trop les utiliser. On va utiliser plutôt et on va calculer plutôt les droites de charge et droites d'attaque statiques, c'est-à-dire dans le régime statique. Mais dans le régime dynamique, principalement, on va focaliser notre étude sur les montages ou sur l'étude des différents montages. Alors, à base de montage qui est là, que vous voyez là, on peut avoir deux types de montage. Ça dépend de l'étude qu'on veut faire pour le transistor. Parce que pour le moment, il y a l'étude statique et l'étude dynamique. D'accord? L'étude statique, on l'a vu, et l'étude dynamique, on est en train de la voir. D'accord? Alors, pour faire l'étude statique, on doit trouver un schéma équivalent statique de montage. Et pour faire l'étude dynamique, on doit trouver un schéma dynamique équivalent de montage. Donc, à partir de ce montage-là, qui contient les générateurs statiques et les générateurs dynamiques, on peut simplifier le montage pour chaque étude statique et étude dynamique. Alors, si on est dans le régime statique, c'est plutôt, on est dans ce type de montage, où le montage équivalent se met sous cette forme-là. D'accord? Si on est dans le régime dynamique, on est plutôt sur l'autre montage, le montage qui se trouve ici, qui dépend du générateur EB2T. D'accord? Comment obtenir ces deux montages? Comment, à partir d'un montage d'un transistor contenant un générateur dynamique et des générateurs statiques et des résistances, trouver deux schémas différents, un schéma qui sert à faire l'étude statique et un schéma qui sert à faire l'étude dynamique? Eh bien, il y a des règles. Il y a des règles et souvent on se trompe dans ces règles-là. Et c'est là la difficulté. C'est à partir de ça que ça commence la difficulté et c'est là où la majorité se trompe et qui n'arrive pas à retrouver les schémas équivalents, soit en statique, soit en dynamique. Et après bien évidemment, toute l'étude par la suite, tous les calculs par la suite, il est erroné si bien évidemment on n'a pas fait l'étude sur un schéma qui est correct. D'accord? Donc ça, c'est la première difficulté qu'on va rencontrer, c'est de trouver le schéma équivalent pour l'étude statique et pour l'étude dynamique. Alors, il y a des règles, et comme j'ai dit, toujours on doit respecter les règles. L'électronique analogique, c'est une matière qui est très facile si on respecte les règles. Si on ne respecte pas les règles, ça devient très compliqué et et dans ce cas-là, on va se tromper rapidement et donc on risque de ne pas pouvoir répondre aux questions ou bien avoir des calculs qui sont erronés. D'accord? Donc, il faut faire très attention aux règles adoptées. D'abord, les règles que vous connaissez déjà, c'est-à-dire les calculs au niveau, à base des lois de l'électricité, la loi d'Ohm, les différents théorème Thévenin, Norton, ainsi de suite. On doit pouvoir les maîtriser, on doit pouvoir travailler correctement avec ces choses-là, ces règles-là. Si on n'arrive pas à les maîtriser,
certes, on aura des difficultés ou bien même des erreurs, on arrivera à faire des erreurs. Deuxième chose, il y a des règles qu'on va voir dans le cours et qui permettent, par exemple, d'avoir les schémas équivalents et qu'il faut aussi les respecter. D'accord? Alors, pour avoir le schéma statique, c'est-à-dire ce schéma-là, à base de schéma suivant, donc, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, tout simplement, on doit court-circuiter tout générateur de tension dynamique. Tout générateur de tension dynamique, il doit être court-circuité. On court-circuite les générateurs dynamiques de tension. Si on a un générateur dynamique de courant, on les met en circuit ouvert. D'accord? C'est ça la règle. Donc la règle, j'ai ce montage-là, je veux faire l'étude statique de ce montage-là, et bien qu'est-ce que je vais faire? Je vais j'ai ici un générateur dynamique de tension, je vais le court-circuiter. D'accord? Comment le court-circuiter? C'est comme ça. C'est-à-dire l'enlever et le remplacer par un fil, tout simplement. Si j'ai un générateur dynamique de courant, je ne vais pas le court-circuiter, je vais le mettre en circuit ouvert. D'accord? Ça, ce sont des règles, d'accord, à adopter. Pourquoi je court-circuite le générateur dynamique? Parce que je suis en statique, je n'ai pas besoin de générateur dynamique. D'accord? Je veux faire l'étude statique de montage. Donc, l'étude statique, il me permet de faire quoi? L'étude statique, il me permet de fixer le point de fonctionnement. D'accord? Chose qu'on l'a dit et qu'on l'a répété plusieurs fois. Donc, pour étudier le point de fonctionnement, pour fixer le point de fonctionnement, afin d'utiliser le transistor dans les schémas d'amplification et de profiter de la fonctionnalité d'amplification apportée par le transistor, on doit faire l'étude statique. D'accord? Et cette étude statique, elle est basée sur bien évidemment, le point de fonctionnement, c'est-à-dire calculer le point de fonctionnement, régler le point de fonctionnement. D'accord? Donc voilà, je répète les règles, court-circuiter le générateur de tension dynamique et mettre en circuit ouvert un générateur de courant dynamique. Donc, le reste de montage reste, comme vous le voyez ici, reste le même. D'accord? Donc, on obtient ce montage-là. Et à base de ce montage-là, on peut faire l'étude statique comme on l'a fait déjà, c'est-à-dire calculer la droite de charge statique et la droite d'attaque statique et avoir le point de fonctionnement, soit en utilisant la méthode algébrique ou la méthode graphique. C'est on a le réseau de caractéristiques. D'accord? Maintenant, pour faire l'étude dynamique, c'est autre chose. D'accord? Pour faire l'étude dynamique, c'est autre chose. D'accord? Alors, pour faire l'étude dynamique, tout simplement, on court-circuite cette fois-ci les générateurs statiques. Donc on va pas, on va enlever, on va pas court-circuiter le générateur dynamique parce qu'on est en dynamique. Donc, on va court-circuiter plutôt. Pardon, je cherche le stylo. Voilà. Donc, on va court-circuiter les générateurs statiques. Court-circuiter les générateurs statiques de tension. D'accord? Généralement, en statique, on a des générateurs de tension. Donc, si on court-circuite ces générateurs-là, eh ben, c'est comme on les remplace par des fils. D'accord? Vous voyez ici, on a un fil. Hein, d'accord? Donc, on a un fil ici, d'accord? Et là, on a un fil, donc il ne reste que le générateur dynamique, d'accord? Parce qu'on est en régime dynamique. Donc, les résistances, elles restent, et voilà, d'accord? Bien évidemment, dans les montages qu'on va voir dans le TD, il y aura certainement des capacités. Il y aura des capacités ou des condensateurs. On verra qu'est-ce qu'on va faire avec les condensateurs, d'accord? On verra comment on va étudier les condensateurs. Il y a des règles aussi qui s'appliquent sur les condensateurs. Ça, on va les voir quand on aura ces montages-là. Pour le moment, ce qu'il faut savoir, c'est ça. C'est-à-dire, pour le moment, il faut être capable, à partir de ce montage-là général, parce que c'est un montage général qui nous donne les valeurs continues, les valeurs instantanées et les valeurs dynamiques, on arrive à se retrouver avec deux schémas. Un schéma qui sert à nous faire l'étude statique et un schéma qui sert à l'étude dynamique.
dans l'étude dynamique, c'est-à-dire dans le régime variable, c'est là où on voit le potentiel de transistor au niveau amplification. C'est dans le régime dynamique, d'accord? Ce n'est pas dans le régime statique. Le régime statique, son rôle, c'est de fixer le point de fonctionnement, d'accord? Et donc, on fixe le point de fonctionnement et après, on passe au régime dynamique pour voir l'amplification de transistors. Alors, pour pouvoir mettre les transistors en schéma, on a 3 schémas comme vous pouvez voir. D'accord? On a 3 schémas qui peuvent exister parce que le transistor il a 3 pôles, l'émetteur, la base, le collecteur. D'accord? Et donc, il y a différentes façons de faire les choses. Alors, soit on a un montage émetteur commun. D'accord? Pourquoi émetteur commun? Vous voyez que l'émetteur, il est en bas. D'accord? C'est lui qui est, on va dire, à la masse. D'accord? Si on suppose que ça, c'est la masse de montage. D'accord? Si on suppose que ça, c'est la masse. La même chose ici, hein, la masse. Donc, on a soit montage émetteur commun, soit montage collecteur commun, soit montage base commune. D'accord? On a 3 types de configurations qu'on peut voir. On ne peut pas voir une 4e configuration. C'est les 3 qui peuvent exister. D'accord? Donc, pour chaque configuration, on a le transistor qui émet sous forme de quadrépôle. Quadrépôle, ça veut dire il a une tension d'entrée, un courant d'entrée, une tension de sortie, un courant de sortie. La même chose ici. D'accord? Pour les 3 configurations, on a le transistor sous forme d'un quadrépôle avec une tension d'entrée, une tension de sortie, une tension d'entrée, une tension d'entrée, un courant d'entrée, une tension de sortie, un courant de sortie. Donc, on a le transistor sous forme de quadripôle et on peut le brancher dans les montages. Alors, généralement, et pour être homogène dans les études, on adopte le montage, ce montage-là, de transistors à émetteur commun. C'est-à-dire, souvent, le transistor, on le branche dans le montage sous forme émetteur commun et on essaie d'étudier les caractéristiques propres au transistor en émetteur commun. D'accord? Par contre, dans les montages d'amplificateurs, on peut trouver des amplificateurs émetteurs communs, comme on peut trouver des amplificateurs collecteurs communs, comme on peut trouver des amplificateurs base commune. Alors, ce quadripôle-là, d'accord? Lorsque je parle de quadripôle, je parle d'un schéma, hein, d'un schéma. Donc, d'accord, donc je vais juste mettre une diapo pour expliquer. Donc, un quadripôle, c'est quelque chose de la forme suivante. D'accord? C'est-à-dire une boîte noire. D'accord? Pour nous, notre transistor, c'est ça, avec une tension d'entrée, un courant d'entrée, et un courant de sortie et une tension de sortie. D'accord? Alors, ce quadripôle-là, le quadripôle que vous voyez là, c'est notre transistor, d'accord? Comme on vient de voir, on peut le mettre sur n'importe quelle forme, émetteur commun, collecteur commun, base commune, hein. Donc, notre transistor qui est là, il est sous forme d'un quadripôle et on sait que les quadripoles, ils ont un schéma équivalent. Donc, tout quadripôle peut avoir un schéma équivalent. C'est-à-dire qu'un quadripôle peut avoir une sorte d'un schéma équivalent. Le schéma équivalent d'un quadripôle peut se mettre sous cette forme-là. D'accord? Dans le montage d'un quadripôle, à base de l'étude des quadripoles, on a différentes matrices. D'accord? On a différentes matrices qui peuvent représenter le comportement électrique de ces quadripoles. D'accord? Donc, pour le transistor,
le quadripôle, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a dans ce quadripôle-là? Eh bien, à base de l'étude des quadripoles, on arrive à un schéma équivalent. C'est le schéma que vous voyez là devant vous. C'est le schéma équivalent de transistor. D'accord? Donc, toute quadripôle, il est caractérisé par son impédance d'entrée et par une tension, d'accord, par un générateur de courant plutôt, par une tension d'entrée et par une impédance au niveau de sa sortie. D'accord? Donc ça, c'est général. C'est un schéma général pour tout type de quadripôle. En se basant sur l'étude des quadripoles, on se retrouve avec ce schéma équivalent de transistor, propre au transistor bien évidemment. C'est le schéma équivalent hybride. D'accord? Et on a la matrice hybride associée à ce schéma-là. D'accord? Et donc, on a le montage émetteur commun que vous pouvez voir ici. Pourquoi émetteur commun? Parce que l'émetteur, il est en bas. Donc, on a opté pour le montage émetteur commun, comme j'ai signalé tout à l'heure. Généralement, on va travailler avec le montage émetteur commun. Ce montage-là est caractérisé par ses paramètres H, I, G. D'accord? Donc, normalement, si on caractérise notre transistor par une matrice, donc il y a les matrices, il y a une matrice, c'est ce qu'on appelle la matrice H. D'accord? Matrice H ou la matrice des paramètres hybrides. D'accord? Donc, c'est H11, H12, H21 et H22. D'accord? On peut caractériser notre transistor avec la matrice Z. D'accord? La matrice Z que vous savez. Donc, la matrice Z, les éléments de la matrice Z, vous le connaissez, c'est ZA1, ainsi de suite. ZA1, ZA2, ainsi de suite. D'accord? D'accord, Z21 et Z22. C'est ce qu'on appelle la matrice impédance. On a la matrice admittance Y, d'accord? Ainsi de suite. Donc, généralement, nous, on travaille avec la matrice hybride contenant les paramètres hybrides H11, H12, H21, H22. D'accord? Donc, avec cette étude-là, ou avec cette matrice hybride, d'accord? Donc, on obtient ce schéma-là de transistor. C'est-à-dire que maintenant, si on a un schéma à base de transistors et on est en étude dynamique, on peut remplacer notre transistor par ce schéma-là. Si je reviens sur le schéma dynamique qu'on a ici, ce transistor qui est là, donc on a la base qui est là, le collecteur qui est là et l'émetteur qui est là. On peut enlever le transistor qui est là, ce transistor-là, et le remplacer par son schéma équivalent. D'accord? Son schéma équivalent, c'est-à-dire ce schéma-là. C'est-à-dire, on branche ce point-là de côté base, là où il y a la base. Le point-là, il est connecté là où il y a le collecteur. Et le point qui est là, c'est le même point. On le connecte au niveau de l'émetteur. C'est-à-dire, on prend ce schéma-là et on le met dans le montage de tout à l'heure pour avoir le schéma dynamique équivalent. Ça, c'est le schéma dynamique équivalent. Ça, c'est le schéma dynamique. Pour avoir le schéma dynamique équivalent, il faut remplacer le transistor par son schéma dynamique. Alors, comme vous pouvez voir ici, la question qui se pose, c'est au niveau des paramètres H. C'est les paramètres H de transistor. D'accord? C'est-à-dire ces paramètres qu'on voit ici, hein, H11, H20, H12, H21, H22. D'accord? Donc, ces paramètres-là, ils sont définis comment? Eh bien, on les définit de la manière suivante. Donc, tout d'abord, on a les deux équations issues de la matrice hybride. Donc, on les retrouve ici. C'est VBE qui est égal à H11 fois IB plus H12 VCE. Et au niveau de la sortie, on a IC qui est égal à H21 IB plus H22 VCE. C'est comme on a fait la loi des nœuds ici, d'accord? La somme des courants. Donc, il y a le courant qui passe ici, c'est le courant dans le générateur, plus le courant qui passe là, d'accord? Donc, IC égale à la somme de ce courant-là qui est le même que celui-là, d'accord? Et on a le courant qui est là, qui passe dans 1 sur H22,
D'accord? Donc, on a deux équations qu'il faut retenir et qui sont propres au transistor. D'accord? Les deux équations sont propres au transistor, comme vous pouvez voir, propres à ce schéma-là, le schéma électrique équivalent de transistor, c'est-à-dire ce schéma-là, d'accord? Qui est propre au transistor, d'accord? Qui ne dépend pas d'autres schémas, il est indépendant de n'importe quel schéma. Donc, une fois qu'on veut utiliser le transistor dans le régime dynamique, on prend ce schéma-là et on le met à la place de transistor, comme je vous ai montré tout à l'heure dans le schéma dynamique qu'on a vu auparavant. Alors, les paramètres hybrides, ils sont définis de cette manière-là. Donc, on a H11 qui est égal à VBE sur IB pour VCE égale à 0. Donc, H11, c'est une impédance d'entrée de transistor et donc, il est donné en ohm. Donc, bien évidemment, il a la nature d'une résistance. H21, c'est IB sur IC pour VCE égale à 0. Donc, H21, c'est ce qu'on appelle le gain du courant de transistor. Puisque c'est un gain, il est sans unité. Un gain, c'est quoi? C'est un rapport de même quantité. Donc, généralement, puisque c'est IB, c'est IC sur IB, donc ça va être égal à combien? Ça va être égal généralement à bêta. On peut l'appeler bêta. Pardon. Donc, c'est plutôt bêta. D'accord? D'accord? Donc, il a l'air d'être comme un bêta, qui est le rapport, qui est le gain qu'on a vu entre le courant IC et IB. Donc, c'est presque le même, hein, en fait. C'est un rapport, donc c'est la pente de la caractéristique de transfert entre IC et IB. D'accord? Et puis après, qu'est-ce qu'on a? On a le H12 qui est le taux de réjection de la sortie sur l'entrée. Il est toujours sans unité parce que c'est VBE sur VCE, donc c'est deux tensions. Et puis H22 qui est l'admittance de sortie de transistor. D'accord? Puisque c'est une admittance, il est calculé en Siemens. D'accord? Donc, les deux grandeurs qui sont là, H12 et H22, ils sont donnés pour IB égale à 0. Et les deux premières grandeurs, H11 et H21, ils sont donnés pour VCE égale à 0. Donc, vous voyez ici, ce sont des grandeurs dynamiques. Je parle sur des grandeurs dynamiques. VCE dynamique et IB dynamique. Pourquoi? Parce que minuscule, minuscule. D'accord? La grandeur, il est minuscule et l'indice, il est minuscule. Alors maintenant, si je représente les variations, donc VBE, c'est la variation de VBE dynamique, c'est la variation de VBE statique. Donc, il varie autour de points de fonctionnement. Et VCE dynamique égale la variation de VCE statique qui varie autour de la valeur de VCE du point de fonctionnement. La même chose pour les autres. Donc, je peux écrire H11, H22, H12 et H21, H12, H22 de cette manière-là, comme des variations des grandeurs statiques. D'accord? Les grandeurs qui sont là, ils sont statiques. D'accord? Donc, on a des variations de grandeur statiques. Ça nous permet de déterminer H11. On voit la nature de H11 qui est une résistance. H22, c'est une admittance. Et les H21 et H12, ce sont des gains, on va dire des gains ou bien des gains de transfert, l'inverse du gain. D'accord? Donc, on peut donner les grandeurs, l'ordre de grandeur de ces valeurs. C'est très important l'ordre de grandeur. Vous voyez que je reviens toujours sur l'ordre de grandeur. Pourquoi? Parce que c'est très important de savoir l'ordre de grandeur. Donc, voilà l'ordre de grandeur de chaque paramètre hybride, H11, H21, H12, H22. Pour la résistance ou l'impédance H11, ça varie entre 500 kg, 500 ohms et 5 kilo. D'accord? Si jamais dans le calcul, un jour, on calcule H11 et on nous trouve 100 kilo, eh ben, il faut savoir qu'on s'est trompé dans le calcul. D'accord? C'est pour ça que je vous donne l'ordre de grandeur. Parce que ce que j'ai dit au groupe 1 et groupe 2, c'est très important de savoir l'ordre de grandeur parce que dans le cycle ingénieur, lorsqu'on veut calculer une grandeur, quelle que soit cette grandeur-là, une résistance ou bien une tension, on doit, avant de commencer le calcul, savoir
quel est l'intervalle de variation de cette grandeur. C'est-à-dire, on va trouver cette grandeur qui va varier entre quel et quel intervalle. Donc, ça, c'est une chose qui est très importante. Donc, avant de faire le calcul, il faut savoir l'ordre de grandeur qu'on est en train de chercher. H21, c'est entre 100 et 500. H12, c'est entre 5, 10, moins 5 et 4, 10, moins 4. Et H22, c'est entre 5, 10, moins 5 et 5, 10, moins 4. On constate rapidement que les deux grandeurs suivantes, H12 et H22, ils sont très faibles. D'accord? Ce qui va nous permettre de les simplifier. D'accord? De l'éliminer ou de le négliger dans le souci de simplifier ce schéma-là que vous voyez là. D'accord? Le schéma de transistor qu'on voit ici, de le simplifier parce que c'est un schéma qui est très complexe, surtout lorsque on le rajoute dans un autre schéma. D'accord? Donc, on va le simplifier. Et donc, vu l'ordre de grandeur des valeurs de H12 et H22, on peut négliger ces deux grandeurs-là. Donc, vous voyez qu'on peut simplifier le schéma, mais avant de simplifier le schéma, une chose qui est très importante, c'est le E qui est là, le petit E qui est là sur les paramètres hybrides. Ça montre que, ou ça désigne qu'on est en train de calculer les paramètres, on est en train de parler sur les paramètres hybrides en montage émetteur commun. D'accord? Alors, la question, c'est est-ce qu'on peut travailler avec, avoir les paramètres hybrides pour le montage collecteur commun et base commune? Eh bien, alors, pour les montages collecteurs communs et base commune, on définit aussi respectivement les paramètres hybrides. Mais cette fois-ci, ça va être noté comme vous voyez là. D'accord? HIGC et HIGB. D'accord? Donc, nous, pour ne pas avoir, ou pour qu'on soit homogène au niveau des résolutions des exercices, on doit adopter une seule notation, ou bien on va travailler qu'avec les paramètres hybrides de transistors en émetteur commun. D'accord? Parce que si chacun de nous va choisir les paramètres hybrides de montage qui lui convient, la méthode va être complètement différente. D'accord? La démonstration ou bien la méthode va être complètement différente. Mais on va aboutir au même résultat. D'accord? On va aboutir au niveau de calcul au même résultat. Mais la méthode ne va pas être la même. C'est-à-dire, si moi je fais le calcul avec les paramètres hybrides en émetteur commun et un autre fait le calcul avec les paramètres hybrides en collecteur commun, la méthode ne va pas être la même. Alors, on va se retrouver avec des méthodes de calcul différentes et chacun va adopter une méthode de calcul différente et ça va être très compliqué pour moi de corriger des méthodes différentes et de comprendre des méthodes différentes. D'accord? Alors, pour unifier les méthodes du calcul, sachant que le résultat est le même, quel que soit le type de montage interne de transistor qu'on va adopter, soit collecteur commun, base commune ou émetteur commun, donc on va focaliser, on va travailler toujours avec ou adopter plutôt les paramètres hybrides en émetteur commun. D'accord? Alors, pour simplifier, donc on va simplifier les deux. Donc tout d'abord, on simplifie H12. Si on simplifie H12, donc le générateur qu'on avait au niveau de après H11 qui était là, il est simplifié. Donc on a négligé H11. Donc l'équation à l'entrée devient VBE H11 IB et l'équation de sortie reste la même. Maintenant, si on simplifie aussi H22, on aboutit à ce schéma-là. Et on aboutit aux deux équations qui sont là, VBE égale à H11IB, ici égale à H21IB. C'est le schéma qu'on va utiliser, c'est le schéma le plus simplifié de transistor. C'est le schéma équivalent de transistor le plus simplifié qui existe. Il n'y a plus de schéma, vous n'allez plus trouver de schéma simplifié que celui-là. D'accord? C'est le plus simple de ce qu'on peut trouver. D'accord? Donc, voilà. Donc, nous, majoritairement, si je dirais, dans tous les exercices, on va travailler avec le schéma équivalent que vous voyez là, le schéma simplifié. D'accord? Donc, on ne va pas travailler avec le schéma précédent, c'est-à-dire ce schéma-là qui est en haut.
ou bien le schéma de départ, ce schéma-là qui est très compliqué. Donc, toujours, on va adopter le schéma que vous voyez là, d'accord? Et je vais terminer là-dessus. Donc, ce schéma-là sera le schéma adopté dans les TD. Et donc, d'accord? Donc, ce schéma-là, c'est un schéma qu'il faut le connaître par cœur. C'est un schéma qui va avec les deux équations qui sont là. Et donc, dans n'importe quel schéma dynamique, on peut remplacer notre transistor par ce schéma-là. D'accord? On remplace notre transistor dans ce schéma-là. Si je reviens sur le schéma dynamique de tout à l'heure, voilà le schéma dynamique qu'on a obtenu. Donc, le transistor que vous voyez là, on peut le remplacer par le schéma dynamique. Donc, voilà, pour cette partie. Donc, je pense que je vais m'arrêter là pour cette séance. On continue.